La France suffoque et les cours d'eau aussi. Christophe Beltrán est à la tête de l'organisme en charge du canal du Midi. Avec la sécheresse, l'irrigation est devenue un casse-tête. On sent bien qu'il y a des tensions qui se génèrent autour de la ressource en eau. Donc l'enjeu pour nous, comme pour le monde agricole, c'est d'avoir la gestion la plus rigoureuse, la plus transparente et la plus parcimonieuse possible pour arriver justement à répondre à l'ensemble des enjeux sur des saisons qui sont de plus en plus compliquées à terminer pour l'ensemble des acteurs. Adoptée par le Sénat, la loi d'urgence agricole revient à l'Assemblée nationale cette semaine. En prévoyant d'assouplir les installations de bassines et en prévoyant de doubler la superficie dédiée au stockage d'eau, elle crée des réactions contrastées. Les agriculteurs applaudissent, mais certains spécialistes dénoncent un raisonnement à court terme. On ne va pas dans le bon sens parce qu'il faut de la sobriété, ça veut dire produire pareil mais avec moins d'eau. Ouais. Il faut qu'on puisse partager les usages et anticiper, commencer à diversifier nos cultures. Pour les détracteurs du texte, c'est tout le rapport à l'eau qui mériterait d'être repensé plus profondément. D'autant que de nouveaux acteurs ont fait leur apparition, à commencer par les centrales nucléaires qui pompent aussi de l'eau pour refroidir certaines de leurs installations. Ce week-end, 3 d'entre elles ont dû mettre à l'arrêt des réacteurs. 8 autres ont dû réduire leurs activités pendant le pic de chaleur. Les data centers, 352 à ce jour en France, nécessitent aussi de l'eau pour fonctionner de façon optimale. Un développement qui inquiète certains défenseurs de l'environnement comme Camille Etienne. Imaginez qu'on construit partout sur le territoire et qu'on devient de plus en plus dépendant, notre pays, nos systèmes financiers deviennent dépendants de ces data centers et de l'IA qui en découle. Imaginez donc qu'à un moment donné, on a une quantité d'eau limitée et qu'on doit décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on donne à l'agriculteur qu'elle a ou est-ce qu'on coupe d'un coup tout notre système financier qui dépend de ça? Alors, la France est-elle bientôt à court d'eau? Faut-il partager l'eau et comment? Faut-il en stocker ou bien changer nos habitudes? Le pays a-t-il une réelle vision de la gestion de l'eau? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Agnès Ducharme. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et hydrologue. Et selon vous, se préparer à la sécheresse, c'est réduire les usages inutiles de l'eau et cesser d'en dégrader la qualité. Et pour ça, dites-vous, certaines pratiques agricoles et d'aménagement du territoire doivent changer. À vos côtés, Simon Porcher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences de gestion à l'Université Paris-Dauphine, auteur de Nous sommes faits d'eau, l'avenir d'une ressource vitale, publié aux éditions Les Corps Conducteurs. Selon vous, le risque de coupure d'eau potable est réel et les restrictions individuelles ne sont pas symboliques du tout, mais le premier consommateur reste l'agriculture avec des cultures comme le maïs qui demandent énormément d'eau. Et puis Agnès Pannier-Runacher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée Ensemble pour la République, ancienne ministre de la Transition écologique, également ancienne ministre déléguée à l'agriculture. Selon vous, les restrictions d'eau vont se multiplier, sauf si on s'y prépare vraiment. On ne peut pas, dites-vous, se passer de stocker l'eau, mais cela doit se décider collectivement. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Valérie, et la photo du jour. Oui, Jean-Mathieu, ce que vous voyez là, c'est un bras de Loire presque entièrement avalé par le sable près de Varades, en Loire-Atlantique. Une image qui a beaucoup fait parler ce week-end dans les JT nationaux, jusque chez nos amis belges, le fleuve Royal asséché. Sauf que ce serait peut-être, d'après certains spécialistes de la zone, un phénomène banal. Ce bras secondaire s'assèche régulièrement en été, tandis que le chenal principal, lui, reste en eau. Mais l'image n'est peut-être pas si trompeuse qu'elle en a l'air en juillet. Le débit du fleuve est tombé autour de 135 mètres cubes par seconde à Montjean-sur-Loire contre 262 en juin. En réalité, ce qui est exceptionnel cette année, c'est la précocité et l'intensité de l'étiage. Alors, Agnès Ducharme, dans cette image, est-ce qu'il faut voir un simple spectacle estival de la Loire ou au contraire le signal d'un fleuve désormais soumis à des sécheresses hors normes? Pour moi, dans ce que vous venez de dire, c'est vraiment la précocité qui est notable. Donc c'est un paysage qui sans doute est classique plus tard dans la saison à cet endroit. Et vraiment là, on est très en avance, en particulier par rapport à 2022, en ce qui concerne les évolutions des débits dans beaucoup de régions en France, les assecs des cours d'eau et aussi les arrêtés de restriction en eau. On est en avance de 15 jours à 1 mois par rapport à 2022, qui était la plus grosse sécheresse depuis 1976. Oui, alors justement, Agnès Ducharme, juste sur le sujet d'aujourd'hui, on parle en effet de jamais vu. Depuis 2012, vous parliez de 76. C'est vrai que là, est-ce qu'on vit quelque chose, un été là, historique concernant la sécheresse? Alors, oui,
Mais malheureusement, j'ai tendance à vous dire que des étés historiques, des records, on va continuer d'en battre parce qu'une des principales raisons de la situation qu'on vit en ce moment, c'est le réchauffement climatique et tout le monde est au courant qu'il n'est pas en train de s'arrêter, bien au contraire. Au contraire, il s'accélère. Oui, je voulais vous parler aussi des nappes phréatiques. Le 1er juillet 2026, 93% des niveaux sont en baisse et 54% des points d'observation sont sous les normales mensuelles. Agnès Pannier-Runacher, comment c'est possible alors qu'on se disait que finalement depuis 2022, elles sont aujourd'hui d'un niveau plus satisfaisant qu'en 2022 ? On parlait justement de 2022. Comment c'est possible de parler de cette situation aujourd'hui ? Mais en fait, cette situation, et Madame vient de l'exprimer très clairement, c'est la dérivée du détraquage climatique, parce que je pense qu'il faut vraiment... Détraquage, oui. Le dérèglement climatique est peut-être plus précis comme image que le réchauffement climatique. Parce que moi, dans la circonscription où j'habite, le Pas-de-Calais, le réchauffement climatique, ça paraît sympathique pour un département du Nord. Mais c'est pas du tout sympathique. C'est-à-dire que vous avez des aléas, des événements qui sont de plus en plus détraqués. Vous avez trop d'eau l'hiver, vous n'avez pas du tout assez d'eau l'été. Et face à ça, effectivement, ce sont des politiques de moyen long terme qu'il faut déployer, c'est-à-dire pas des choses qui s'improvisent dans l'urgence. On a, je le rappelle, porté le Varenne de l'eau en 2022 qui prévoyait justement pour les agriculteurs un plan en 3 temps qui veillait notamment à faire évoluer les pratiques agricoles, à aller rechercher les variétés qui étaient les plus résistantes à la sécheresse, à s'interroger à ce qu'on pouvait continuer à produire sur certains territoires. Je pense à l'Occitanie, qui est particulièrement en détresse hydrique et où c'est difficile de dire qu'il y a plus d'eau l'hiver et moins d'eau l'été, parce que là, il y a carrément plus beaucoup d'eau du tout. Et donc, on voit bien que cette transformation, elle doit être accompagnée aux côtés des agriculteurs. En effet, 99 départements, de toute façon, aujourd'hui, donc c'est assez important. Et en effet, Simon Porcher, ce qui peut frapper, et c'est vrai d'une réaction, mais tout à fait normale, on a passé un hiver excessivement pluvieux. Il a plu, et on s'est dit, ça recharge les nappes phréatiques. Comment on peut basculer d'un coup comme ça dans le rouge ? Et effectivement, ce qui est significatif cette année 2026 par rapport à 2022, par rapport à 1976, c'est qu'on a eu beaucoup de pluie en hiver. 40 jours de pluie d'affilée, on avait des inondations sur tout l'ouest de la France. Ça a rechargé les nappes, c'est pour ça qu'elles prennent du temps à se vider et qu'elles sont plutôt bien chargées malgré les 3 canicules qu'on vient de vivre. Mais derrière, on a ces 3 périodes de canicules. On a eu pas beaucoup de pluie aussi en avril, donc la végétation était déjà sèche avant les canicules. Et donc on connaît des périodes de sécheresse. Et puis quand il fait sec, on a chaud, les plantes ont soif, donc il faut plus arroser. Nous-mêmes, on utilise beaucoup plus d'eau. On a plus 50%, plus 100% d'utilisation d'eau sur certains réseaux d'eau potable. Et donc ça crée une demande supplémentaire. Et justement, vous parlez des particuliers. Et moi, je voulais vous emmener à Avance, dans les Alpes-Maritimes, où l'eau est désormais sous surveillance. Depuis samedi, un arrêté préfectoral limite certains usages comme l'arrosage, le remplissage des piscines, le lavage des voitures. Une contrainte vécue comme une évidence pour certains de ses habitants. Si tout le monde se met à arroser toute la journée les jardins, je pense que ça ne permet pas d'économiser l'eau. Surtout que là, en plus, il fait très chaud. Donc, en période de sécheresse, je pense qu'il faut l'économiser. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. L'eau, on en a besoin, c'est vital. Donc, c'est à ne pas gaspiller, évidemment. Ouais. Même s'il n'y avait pas cet arrêté, je pense que chaque individu, il faut absolument qu'il fasse attention. Simon Porcher, ces restrictions, elles sont vraiment utiles, efficaces, ou elles sont totalement symboliques ? Non, c'est utile parce que ça permet d'utiliser moins d'eau potable, surtout. Parce que là, on veut sécuriser l'accès à l'eau potable pendant tout l'été. Et donc, on dit aux gens, n'arrosez pas avec de l'eau potable, ne nettoyez pas vos voitures avec de l'eau potable. Vous êtes en période de restriction. Et puis, on dit aussi aux agriculteurs, attention, n'utilisez pas d'eau pour irriguer, surtout parce qu'on a besoin de sécuriser l'eau, la ressource, pour l'accès à l'eau potable derrière. Donc, c'est utile, évidemment. Le problème, c'est qu'on ne peut pas gouverner la France et gouverner l'eau d'une manière générale à coup d'arrêter restriction. Ouais. Il faut avoir une vision un peu plus de long terme pour mieux partager l'eau et éviter au maximum ces restrictions. Donc il faut vraiment se poser la question de la hiérarchisation des usages, la manière dont on peut stocker un maximum d'eau quand il pleut aussi, pour pouvoir la réutiliser en été, et puis d'équiper nos logements pour réutiliser les eaux grises, les eaux de la douche dans les toilettes par exemple, et utiliser l'eau de pluie pour arroser son jardin. Alors Agnès Pannier-Runacher, la ministre actuelle justement de la transition écologique, affiche donc aujourd'hui une priorité pour dire qu'il faut garantir l'accès à l'eau potable. C'est-à-dire qu'on en est là aujourd'hui en France de se dire qu'il peut y avoir un risque pour une partie du territoire demain, ou là vraiment cette semaine par exemple, de ne plus avoir d'eau potable.
En tout cas, il y a un risque que quand vous ouvriez votre robinet, il n'y ait plus d'eau qui coule parce que la ressource est en grande souffrance et qu'il faudra acheminer de l'eau par un autre moyen. Certains villages aujourd'hui sont dans cette situation sur le territoire français. Ce n'est pas propre à la 100 000 France. habitants en France. Ouais. Oui, c'est ce qui n'est pas rien. Ouais. C'est pas propre à la France. La question du dérèglement climatique, elle concerne aujourd'hui tous les pays du monde et ces questions d'accès à l'eau potable sont de plus en plus prégnantes. Ce qui est nouveau, c'est que ça touche un territoire qui est habitué à avoir un climat tempéré et que ça touche des parties de territoire. Là, vous mettiez en évidence les Alpes-Maritimes. Moi, je suis d'origine méditerranéenne. Les Alpes-Maritimes, on a toujours quand même vécu avec les incendies, la chaleur, la question regardez de l'eau. La carte, ce qui est étonnant, c'est que ça frappe. Regardez, on voit la région de Limoges, on voit la Creuse, on voit des régions. L'Indre est en très grande difficulté. Et ça, c'est totalement inédit. Et c'est là où, effectivement, on va devoir créer des changements d'habitude et on doit embarquer tout le monde. Donc, oui, il va falloir partager l'eau. Oui, il faut un plan à long terme. Et effectivement, c'est pas par arrêté, c'est pas par décret. Et si j'étais taquine, ce n'est pas avec une loi que l'on résout ce type de problème. C'est effectivement en portant des projets dans la concertation et en faisant en sorte que tout le monde prenne sa part de l'effort. Mais Agnès Ducharme, qu'on comprenne bien cette carte, la situation est la même partout. Toutes les zones sont touchées par la sécheresse ou quand même il y a des différences dans les régions? Il y a des différences, c'est la gradation des couleurs, c'est-à-dire la sévérité des arrêtés d'interdiction est liée, même si ce n'est pas des règles mathématiques, parce que c'est des décisions humaines par les préfets qui amènent à ces cartes, mais l'intensité des restrictions sont liées à la diminution, au niveau faible des ressources qui est différent dans le Limousin ou dans le Pas-de-Calais. Mais par contre, si on prend l'exemple du Limousin, c'est pas du tout nouveau. Enfin, en 2022, on avait des situations analogues. C'est pareil, en effet. On va pencher pour qu'on sache exactement de quoi on parle. Qui consomme aujourd'hui le plus d'eau en France? Et question dans la question, qui en pompe le plus? Parce que c'est pas la même chose, expliquez-nous. Alors effectivement, il faut différencier prélèvement et consommation. Prélèvement, ça veut dire qu'on prélève de l'eau, mais qu'on la restitue ensuite au milieu. Et quand on regarde les prélèvements, ce sont les centrales électriques qui prélèvent le plus d'eau. Quasiment la moitié de l'eau prélevée en France, c'est pour refroidir les centrales électriques. Si on regarde les usages économiques, d'ailleurs, 80% de l'eau prélevée en France, c'est pour produire des biens agricoles ou industriels ou pour refroidir les centrales. Et l'eau du robinet, c'est seulement 20% des prélèvements. Après, quand on regarde les consommations, c'est l'eau qui est prélevée mais qui n'est pas restituée au milieu parce que c'est incorporé dans un produit. Et là, c'est l'agriculture qui consomme 61% de l'eau qui est prélevée. Parce que l'agriculture a quelque chose de particulier. Toute l'eau qui est utilisée est absorbée par les plantes. Donc, elle est absorbée par les plantes. Alors, les plantes peuvent transpirer derrière, mais en tout cas, l'eau n'est pas restituée directement au milieu. Oui, c'est ça, mais ça veut dire aussi, Agnès Pannier-Runacher, il faut changer finalement ce modèle agricole parce qu'apparemment, il est trop gourmand en eau. Il faut le changer. Alors, il faut le faire évoluer, mais je vais vous donner un exemple. Autant en Occitanie, il va falloir se poser la question de la poursuite de certaines cultures puisque la ressource est en train de diminuer. Autant dans le département dans lequel je suis députée, la question de l'irrigation va se poser puisque nous n'avions pas besoin d'irrigation et que là, vous ne pouvez pas faire de la culture, vous ne pouvez pas faire grandir des plantes sans eau. Donc, c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe. On n'est pas du tout entre blanc et noir, on est vraiment dans des nuances de gris et ça doit être porté au niveau territorial. Ensuite, il y a des méthodes. On sait que certaines variétés sont plus résilientes, moins consommatrices d'eau. On a toujours cette question du maïs qui est très consommateur d'eau. Il y a la manière aussi dont on pratique l'irrigation. Quand on fait du goutte à goutte, c'est pas tout à fait la même consommation que quand on fait ce qu'il y a sur l'image derrière vous. Oui, Agnès Ducharme, je vois ne pas être d'accord avec ce que dit Agnès Pannier-Runacher. Un point qui me semble manquer dans le paysage, c'est le fait que quand l'irrigation consomme 61% des ressources en eau de la France, ça se produit dans 3,5% du territoire. Et dans ces territoires-là, en fait, la pression sur la ressource est énorme. Et si on fait les calculs correctement, on réalise que les prélèvements en eau qui sont faits pour l'irrigation dans les territoires irrigués, ça représente des volumes qui sont supérieurs à la recharge des nappes, mais supérieurs de beaucoup, en fait. Ce qui explique, en fait, partiellement, les sécheresses de ces territoires. C'est-à-dire que l'irrigation intensive, en tout cas, celle qui notamment vise à irriguer le maïs, contribue notablement aux sécheresses. Et là, c'est l'histoire du cercle vicieux et des irrigants qui coupent la branche sur laquelle ils sont assis. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête le maïs en France? Moi, je pense qu'il faut réellement y songer, oui. C'est possible, ça?
Oui, on passe au sorgho, mais en fait un peu. Alors le sorgho, c'est une autre plante, hein, voilà. Oui, bien sûr. Oui, on peut passer sur d'autres plantes, on peut passer sur des cultures qui résistent mieux aux sécheresses. Et puis, effectivement, on peut aussi améliorer la technologie. Alors, le goutte à goutte, on peut le faire surtout pour les arbres, pour les pommiers, par exemple. C'est-à-dire juste le goutte à goutte, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une forme d'irrigation. On envoie la goutte le plus proche de la plante, de manière à ne pas gaspiller d'eau. On ne va pas asperger de l'eau partout pour faire comme s'il pleuvait. Donc ça fonctionne très bien. On le fait beaucoup en France, en réalité, pour les arboriculteurs, par exemple. Ça permet d'économiser l'eau, ça permet de diminuer de 10 à 40% l'utilisation d'eau dans des exploitations agricoles. Ça s'accompagne souvent de stations météo aussi, qui permettent de faire des meilleures prévisions météo, et puis aussi de sondes qui calculent l'humidité dans le sol, de manière à ce qu'on rende la goutte d'eau plus efficace. Mais attention à tous ces mécanismes, toutes ces solutions techniques, parce que souvent, ça entraîne un effet rebond. Si je vous sécurise, si je vous permets d'économiser de l'eau, en fait, vous allez dire, en fait, je vais produire plus, je vais utiliser autant d'eau qu'avant, je vais ouvrir le robinet et je vais produire plus d'eau avec plus de goutte à goutte, tout simplement. Donc, il faut éviter ça, il faut avoir évidemment un usage sobre. Alors, l'autre, je voulais juste qu'on avance un tout petit peu avec l'autre poids lourd qui est donc le nucléaire. On a commencé à l'évoquer aussi avec les centrales. Agnès Pannier-Runacher, est-ce que la planification énergétique française a sous-estimé la dépendance du nucléaire? Non, pas du tout. Alors, l'avantage avec le nucléaire, c'est que c'est une énergie qui est tellement sécurisée, entre guillemets, que c'est une des premières sociétés EDF qui dispose d'un plan d'adaptation au changement climatique, que la question de la consommation de l'eau, elle est tout à fait adressée pour la planification de nouveaux réacteurs nucléaires, et qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, il y en a 3 à l'arrêt et 8 au ralenti. Voilà, tout à fait. Mais ça a été prévu, ça? Mais ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que vous n'avez pas de tension aujourd'hui sur la production énergétique. Vous n'en avez zéro tension. Et c'est normal. Et c'est pour ça aussi que l'on dit qu'il faut développer les énergies renouvelables. Et c'est pour ça que le photovoltaïque, ça tombe assez bien. Parce que ça produit très bien l'été. Et que le coupler avec des stockages permet de soulager les réacteurs nucléaires. Donc, sur la question de l'énergie, je dirais qu'on a plutôt un peu d'avance. On doit améliorer les prélèvements, d'une part, et la consommation d'eau. Et vous savez que les 4 premiers réacteurs à venir vont être construits en bord de mer. Oui. Donc, il ne présentera pas de difficultés. En revanche, il y a 2 réacteurs à Bugey sur lesquels les études de l'eau sont très complètes et se poursuivent, précisément pour sécuriser cette ressource. Et puis, n'oublions pas que notre système énergétique contribue à gérer l'eau, c'est notamment toute la chaîne de barrages qui existent et qui ont aujourd'hui un usage de plus en plus important en temps d'inondation et en temps de sécheresse. Mais Agnès Buzyn, est-ce que ça veut dire, là, quand on en parle, on voit l'agriculture, on voit aussi donc l'énergétique, est-ce qu'on a basé finalement trop notre modèle sur l'eau? On en est très dépendant, en tout cas. Moi, je rejoins assez largement Madame Pannier-Runacher sur le diagnostic présent, mais je pense qu'il manque, encore une fois, un élément dans le paysage. C'est que le climat d'aujourd'hui n'est pas le climat de demain. Et le climat de demain, ça va être plus chaud et plus sec en été dans notre territoire. Donc, en fait, les arrêts de centrales, 3 à l'arrêt, 8 au ralenti, aujourd'hui, mi-juillet, déjà, il y en aura davantage dans un mois. Et puis, dans 10 ans, au mois de juillet et au mois d'août, il y en aura encore davantage qui seront à l'arrêt, très certainement. Donc, la plus-value, on va dire, de l'électricité nucléaire, qui est soi-disant d'être non intermittente, à mon avis, c'est quelque chose auquel il faut renoncer. Oui. Alors, je ne pense pas, peut-être très rapidement, n'oublions pas que les maintenances se font essentiellement l'été dans les centrales nucléaires. Donc, vous avez une saisonnalité d'utilisation des centrales nucléaires, et c'est précisément la force d'un mix énergétique qui ne repose pas que sur le nucléaire, qui est la force aussi de notre pays. Alors, on vient de parler justement de l'agriculture, on vient de parler du nucléaire, mais figurez-vous qu'il y a un nouveau grand consommateur d'eau qui est actuellement présent et qui fait son entrée d'une manière assez fracassante, ce sont les data centers. Soit les centres de données, en fait. Ah oui, souvenez-vous, ces grands hangars remplis de serveurs qui forment en quelque sorte la colonne vertébrale de notre Internet, de l'intelligence artificielle, du cloud. Alors, quel rapport avec l'eau? D'abord, pour fonctionner, ces serveurs ont besoin d'électricité. Or, pour la produire, on l'a vu, les centrales nucléaires ont besoin d'eau. Ensuite, pour éviter que les puces de ces serveurs ne chauffent trop, parce qu'on les sollicite en utilisant Internet, il faut les refroidir. Pour les refroidir, là encore le plus souvent, ça passe par des circuits d'eau froide. Des chercheurs ont calculé en 2025 qu'envoyer 10 à 15 questions à ChatGPT consommait environ 1,5 litre d'eau, soit les grandes bouteilles d'eau qu'on trouve en supermarché. Les chiffres
en plus, doivent être mises à jour parce qu'elles ont été mesurées sur une ancienne version de l'application, aujourd'hui peu utilisée. En France, l'autorité de régulation des communications électroniques estime que ces centres de données ont consommé en 2023 681 000 mètres cubes d'eau, soit environ 272 piscines olympiques d'eau, j'ajoute, potable. Sans méthode unifiée de calcul, il faut se reposer donc sur les données livrées par les géants de la tech eux-mêmes. Exemple, Google, 3e sur le marché du cloud, en pointe sur le terrain de l'IA avec Gemini. Eh bien, Google dit avoir consommé 30 milliards de litres d'eau en 2024, environ 12 000 piscines olympiques, rien que pour le refroidissement de ses serveurs. Problème supplémentaire, la quasi-totalité de l'eau qui est utilisée justement pour refroidir n'est pas recyclée puisqu'elle s'évapore. Et à cela, il faut en plus et enfin ajouter le fait que les data centers se multiplient pour répondre à des besoins d'une IA de plus en plus performante et qu'une grande partie de ces infrastructures sont en plus construites dans des zones déjà en stress hydrique. Simon Porcher, quand on met tout ça bout à bout, sachant qu'on manque déjà d'eau, on est en train d'en parler, ça veut dire quoi? Qu'on va droit dans le mur? Ça veut dire qu'il faut vraiment faire de la planification, là, parce que les data centers, ça utilise énormément d'eau. On parlait de Google, 30 milliards de litres, c'est la consommation d'eau d'une ville d'1 million d'habitants, d'eau potable. Donc c'est énorme. C'est avant, en plus, le développement de l'intelligence artificielle générative. Donc on a besoin de data centers parce qu'il y a une question, évidemment, de souveraineté. Mais un data center, ça utilise beaucoup d'eau pour refroidir, mais en plus, ça utilise beaucoup d'eau parce qu'il faut le connecter à l'électricité, et donc ça utilise beaucoup d'électricité. Et il faut de l'eau aussi pour refroidir les centrales électriques. Donc beaucoup d'ailleurs de projets de data center demandent à être rattachés directement à des centrales nucléaires pour utiliser énormément d'électricité. Donc il y a une question qui se pose. Amsterdam a fait un moratoire sur la construction de data centers, justement pour sécuriser l'eau potable. Au Texas, on a fait passer une loi en 2021 qui permet de couper l'électricité des data centers en cas de manque de ressources en eau. Donc il y a vraiment une question politique qui se pose et de positionnement des data centers pour ne surtout pas les mettre dans des zones en stress hydrique. Alors justement, Agnès Jussarme, cette semaine, Assemblée nationale, on parle de cette planification d'eau avec cette loi d'urgence agricole pour répondre, on se souvient, aux manifestations des agriculteurs il y a plus d'un an. Est-ce que cette loi va véritablement changer aujourd'hui notre manière de gérer l'eau, de s'attaquer à ce problème aujourd'hui qui est quand même vital pour nous? Il me semble que ce n'est pas du tout l'objet de cette loi. L'objet de la loi d'urgence agricole, c'est de faciliter l'accès à l'eau pour les gros irrigants. Point, c'est tout. Donc les gros et irrigants, puis par ailleurs, aussi de faciliter la dégradation des captages pour l'eau potable, puisque seuls les plus pollués feraient maintenant l'objet d'une protection. Et ça, c'est vraiment l'eau que vous, moi, nous buvons tous, enfin tous les Français. Ouais. Agnès Pannier-Runacher, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que stocker l'eau, c'est aggraver la situation? Vous avez plusieurs versions de ce projet de loi, et c'est là où ça devient un tout petit peu complexe. Vous avez une version qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui était, on va dire, raisonnable. Oui. Et vous avez une version qui a été votée au Sénat, qui est déraisonnable dans sa rédaction actuelle. Pourquoi elle est déraisonnable? Parce qu'en gros, elle organise le fait que les irrigants sont prioritaires dans les usages de l'eau par rapport aux autres. Et d'ailleurs, même le MEDEF, qui n'est pas connu pour son militantisme environnemental échevelé, a parlé d'accaparement. Absolument. Donc, effectivement, là, il y a tout un travail qui est mené au sein de ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. Elle se réunit demain, mais les négociations sont en cours en ce moment. Et de l'enfer au paradis, il y a quelques amendements. Si on utilise ou si on prélève trop l'eau au moment où il y en a, pour arriver finalement au débarrage de l'été où on n'aura plus d'eau, effectivement, on partagera la misère. C'est ça qu'organise en quelque sorte cette loi. Eh bien, écoutez, on va suivre ça et ces débats avec intérêt, notamment. J'imagine qu'on reviendra dessus vu la situation de cet été. En tout cas, merci à vous trois d'être venus débattre ce soir.